Una cançoneta nova, vos la diré, vos la diré. Una cançoneta nova, vos la diré, vos la diré. Del pardal quan s'acotxava sul taronger, vos la diré. Del pardal quan s'acotxava sul taronger. Lo pardal quan s'acotxava feia remor, feia remor. Lo pardal quan s'acotxava feia remor, feia remor. Per veure si el sentiria la seu amor, feia remor. Per veure si el sentiria la seu amor. La seu amor és en cambra, que no sent res, que no sent res. La seu amor és en cambra, que no sent res, que no sent res. Si no l'humosso de casa, l'ho traginer, que no sent res. Si no l'humosso de casa, l'ho traginer. C'est le plus beau pays du monde pour moi. Pourtant, je suis modeste, j'ai fait le tour du monde. Hein. Mais c'est des platanes comme ça, vous n'en trouvez nulle part dans le monde. On a un temps magnifique, on a un climat magnifique, d'où le nom de cerise de Céré. Hein. On est à l'abri du vent, on est au piémont du Canigou aussi, de Fontfred. Donc c'est un terroir exceptionnel pour la cerise. En face, vous avez une chaîne qui est la chaîne frontière, en gros des granites et des gneiss. Le gneiss étant une roche comme le granit, cristalline, mais feuilletée, elle est du type schiste. Et plus au nord, il y a des schistes, un peu de calcaire, parce que de temps en temps, au milieu des schistes, il y a des cailloux du même âge qui sont des marbres, le marbre blanc ou bleuté de Céré. Voilà, donc il y a un peu de tout, mais en grande majorité des roches acides. Et ça convient particulièrement aux cerisiers, puisque vous pouvez voir que quand même il y a des cerisiers qui sont d'un âge vénérable. Et le climat, bien sûr, tout le monde a entendu parler du climat méditerranéen. Les vents dominants ici sur le Roussillon, c'est les vents du nord. Vents du nord, tramontane, secteur nord. Ici, on est vraiment dans une position d'abri parce que là, au nord, on a les aspres, on a des grands massifs qui arrêtent le vent. Les vents du sud, puisque vous voyez la chaîne frontière, là, on les a, bien entendu. Mais à Céré, on est dans un microclimat, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, dans ce secteur-là, il y avait ou de la vigne, comme ici où nous sommes, ou sur le Palau, c'était du blé, avec des oliviers. Avant, c'était Céré, c'était ça. Hein. Ils se suffisaient à eux-mêmes. Hein. Les gens, ils se suffisaient eux-mêmes. Ils avaient des oliviers pour faire l'huile. Et ils troquaient avec Prats qui portait le. On avait des vaches, on avait le lait. Puis on troquait avec les gens de la mer pour le sel. Tout ça. Et avant, c'était comme ça. Hein. Et c'est après que nos arrière-grands-parents, ils ont décidé de planter des cerisiers. C'est donc il y a une centaine d'années que la cerise a été introduite à Céré et elle s'est bien développée. Vous savez, la cerise, ça a débuté, je vais expliquer comment. Les terres appartenaient aux grands bourgeois. Il y a eu un remembrement et petit à petit, les terres ici exactement, c'était plutôt des pâtures avec des élevages malgré tout bovins. Puis quand ils sont aperçus, ces gens-là, que les petits, comme on dit, avaient planté des cerisiers sur les coteaux et que c'était rentable, ils se sont mis à planter des cerisiers un peu partout. Et c'est devenu la capitale de la cerise et la première cerise de France. L'introduction de la cerise à Céré s'est faite à partir des plants naturels que nous trouvions dans nos montagnes. Et à cette période de l'année, on voit beaucoup de taches blanches dans notre forêt.
bien sûr, ils produisent une cerise qui est de très petit volume, aigre plutôt, qui n'est pas commercialisable. Vous voyez, ça c'est un merisier. Les agriculteurs venaient dans la forêt récupérer des rejets qui avaient poussé naturellement autour de ces grands merisiers et les amener pour les replanter dans leurs champs. C'était du franc qu'on appelait. Et donc on avait un végétal support d'une excellente qualité et on le greffait. D'abord avec des greffons de cerises, hâtifs de Bâle, précoce de la Marche, entre autres. Et puis le bigarreau est arrivé et les différents bigarreaux que nous connaissons aujourd'hui. On récoltait les noyaux qu'on faisait germer, donc la première année dans du sable. Et donc on pouvait les semer comme on sème des haricots. On les replantait après dans le jardin. Et donc là ils germaient. Et ensuite ça faisait un tout petit cerisier. Des fois il lui fallait 2 ans pour atteindre 30 cm. Et pour pouvoir le greffer ensuite. Voilà. Des porte-greffes très vigoureux et qui mettaient beaucoup de temps à se mettre à fruit. Le fait de récolter comme ça des noyaux en altitude permettait d'avoir beaucoup plus de précocité. Il faut greffer fin août, début septembre. Voilà, au départ je prends une branche d'un arbre en production, je tire un greffon dessus. Ici c'est un merisier, c'est un arbre qui ne ferait pas de fruits ou des tout petits fruits sauvages. Là je vais poser une greffe en pot. Voilà. Et ensuite avec une élastique, en partant du bas, j'entoure pour ne pas qu'il y ait d'air qui passe entre l'arbre et l'œil que je viens de positionner. Bon, cet hiver, il perdra les feuilles, puis au printemps prochain, quand il va forcer, il faut tailler ici. Et l'arbre greffé de la variété que je voulais va démarrer ici. Pour les arbres qui n'ont pas réussi, si par exemple cet œil ne colle pas, donc au printemps, je pourrais faire une greffe de printemps. Je ne suis pas professionnel, mais le cerisier, c'est très, très délicat. S'il fait froid, paf, il est mort. Qu'est-ce que tu as? Active et végalisé. On peut le faire plus bas. Mais après c'est trop bas. Voilà, c'est bon. Là on fait ça, tu vois. Une entaille. Une entaille, voilà. Voilà. Comment on dit en catalan, greffé? Greffa. Il faut juste aller plus profond. Plus profond. Ah oui, jusqu'à voir le cœur là. Voilà, le cœur, tu fais ça. Voilà. Et toujours la peau, cette peau, arrête celle-là. Parce que si tu la mets au milieu, la sève ne monte pas. Voilà. Et là, comment on appelle là, la greffe enfante. Enfante, d'accord. Et tu fais ça. Voilà. Même qui ne respire pas. Voilà. Et après, je vais l'attacher avec la feuille. C'est pas un nœud marin, c'est le nœud bouille. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il ne faut pas hésiter. Bon. De mastiquer un de fait. Que Dieu nous entende. Pas mettre cierge. Oui, voilà, c'est ça, oui. Cette boursouflure, c'est la greffe. Et ici, donc, c'est la partie qui est greffée. Donc les premiers cerisiers qui ont été plantés, donc c'était on appelle ça des conduites en plein vent, c'est-à-dire qu'on plantait le sion là d'un an, et puis en fait on le laissait se développer naturellement. On taillait très peu de branches. À l'époque, on avait 2 cultures sur les mêmes terres. On plantait la vigne sous les cerisiers. Donc, ce qui fait qu'on avait une production de vin médiocre parce que les vignes étaient à l'ombre des cerisiers. Et puis on avait une production aussi de cerises moyenne puisque la vigne épuisait les ressources du sol. Le grand-père à mon mari, donc, avant de partir à la guerre en 1913, il avait tout replanté. Il y avait le cerisier et de la vigne. Vous imaginez la cueillette avec les grands arbres, les grandes échelles, la vigne dessous, c'était un travail de titan, une attention permanente qui faisait qu'on ne cueillait pas beaucoup de cerises parce qu'on avait plus de temps à protéger la vigne. Il y a eu un programme qui a été lancé et ces terres ont perdu l'appellation contrôlée pour le vin parce qu'il y avait des cerisiers dedans. Ça doit faire une vingtaine d'années. Ils nous ont donné à choisir
ou les cerisiers ou la vigne. Alors nous, on a gardé les cerisiers. Nous, avant, les arbres, ils venaient comme ils pouvaient. Voilà. On avait, nous, un cerisier au Palau. Il lui a fallu 17 ans pour voir la première cerise. Et on grimpait en haut des arbres parce que c'était des arbres immenses. Il y en avait qui faisaient 9 mètres. On est greffé à 1m20, 1m30. Alors pourquoi la greffe était faite très haute? Pour que les premières branches soient 1m50, 1m80, pour que le laboureur, avec son cheval, puisse passer dessous. Moi, j'ai connu des arbres où il travaillait facilement 5 personnes pendant presque toute la journée. On ramassait, s'il y a des arbres, on ramassait 450 kg par arbre. On plantait à intervalles 10 mètres, 10 par 10, même 10 par 12. Alors que maintenant, on plante 5 sur 350. Il y avait des échelles d'abord doubles, jusqu'à la hauteur de 12 marches. Donc c'est des échelles qui faisaient à peu près 4 mètres de hauteur, la plus haute. Et en plus, on avait des pieds de coque qui faisaient jusqu'à 5 et 6 mètres. Et puis, il y a le personnel qui montait dans les arbres. Il n'y avait pas beaucoup de branches. Pour mettre les pieds. Quand on montait à vide, c'était bien, on montait jusqu'en haut. Mais après, pour redescendre avec le tablier plein, on avait du mal. Pour ne pas descendre de l'arbre, il défaisait le tablier et le faisait descendre avec une corde en bas pour qu'on lui vide, pour ne pas lui descendre. Il lui restait en haut, on pouvait remonter le tablier, remettre le tablier et se mettre à cueillir. Les femmes, vous grimpez comme un singe? Elles grimpaient sur les arbres comme un homme. À l'époque, quand il n'y avait pas le SMIC, je payais comme les hommes, parce qu'elles grimpaient. J'ai toujours grimpé dans les arbres. Toujours. J'ai toujours aimé ça. J'ai commencé toute petite à le faire. Là, ça fait 2-3 ans que c'est vrai, je ne monte plus. Avant, je montais les échelles et tout. Là, je ne peux pas. Je tombe là, c'est pas la peine. Les vieux arbres, c'est une autre époque, puisque maintenant, pour trouver des gens agiles et motivés pour monter sur des arbres qui étaient de 80 ou presque centenaires. Les arbres étaient immenses. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, donc on rabat les arbres. C'est ça qu'on appelle ça souvent des vergers piétons, parce qu'on peut cueillir du sol. Comment est venu le verger piéton? À l'époque, le Conseil général avait une structure agricole. C'était le Centre de recherche et d'expérimentation agricole des Pyrénées-Orientales. Et donc il y avait un ingénieur et quelques assistants qui passaient dans le département au point de vue améliorer l'agriculture. Ces structures qui sont venues première nous présenter le verger piéton. Ça c'est un verger dit piéton, mais on peut parvenir au verger piéton par plusieurs méthodes. Celle-ci en est une, ce n'est pas la seule. Un bon tailleur d'arbres fruitiers, quel qu'il soit, s'il veut être digne de ce nom, doit savoir s'adapter à chaque espèce et à la limite à chaque variété, si on ne parle que de cerisier. Au début, personne n'y croyait tellement au verger piéton. Moi, j'ai vu des anciens qui me disaient qu'est-ce que t'as foutu le cerisier, c'est le sauvage, le cerisier, il faut le laisser libre, il ne faut pas le tailler, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Moi, tout jeune, quand j'avais à l'école d'agriculture, pour faire fructifier un cerisier, il fallait 8 ans. Maintenant, avec ces nouvelles, avec de l'eau, d'accord, avec de l'eau, et avec ces nouvelles structures, on arrive à faire produire un cerisier la troisième année. On est passé des vergers plein vent aux vergers piétons. Et puis après, on a vu que dans d'autres zones de production, en France ou en Espagne, il y avait encore d'autres évolutions vers d'autres modes de conduite, piétons toujours, mais qui étaient, on allait au verger piéton avec des manières différentes, ou moins de taille, plus d'attachage ou d'autres systèmes. Et on se demandait si dans nos conditions, en fonction de notre sol, de notre climat, ce serait adapté. Nous, à partir de 2003, à la Chambre d'agriculture, avec l'appui de financeurs comme le Conseil général, le pays, on avait mis en place une expérimentation chez Pascal Tréter sur donc ces différents modes de conduite. Pendant 3-4 ans, on a entretenu les arbres avant l'entrée en production, qui a commencé à peu près en 2007. On était en train de se lancer avec mon frère, donc on avait pas mal de terrain nu, et puis il fallait meubler tout ça, et puis la cerise est quand même un fruit intéressant. L'idée, c'était de créer une parcelle
sur lesquels on retrouverait différents modes de conduite pour les comparer. Et quand on faisait des demi-journées de présentation, ben parfois les agriculteurs venaient critiquer en disant « mais moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça ». Alors parfois ils avaient tort, parfois ils avaient raison, et on avançait tous ensemble en fait. Si on se trompe, ça coûte de l'argent, quoi. Donc le but c'est de ne pas perdre de l'argent, c'est d'essayer d'en gagner, de maintenir la rentabilité des exploitations pour que demain encore il y ait des producteurs de cerises sur le secteur. Parce que si tu fais ça la main, ça va pour c'est vrai qu'on est des fois attaché à l'aspect esthétique, ça peut être une invention pour les bois. On a également des conseillers agricoles de la Chambre d'agriculture qui viennent nous voir. C'est Nathalie Courtieu aujourd'hui qui nous suit. On a ou des conventions entre certaines structures style Melba et la Chambre d'agriculture pour avoir un technicien à disposition. Donc ça, c'est des conventions purement administratives. Et ensuite, on peut avoir aussi des conventions avec certains syndicats, comme le syndicat de promotion de la cerise, qui regroupe certains producteurs, ou alors on peut avoir des prestations individuelles. Notre but, c'est de conseiller les producteurs de cerises sur tout ce qui est méthode de culture, les conduites de l'arbre, les traitements phytosanitaires, la fertilisation, les variétés, voilà. Moi, j'ai vu tailler des cerisiers à la hauteur d'homme. Puis quelques années plus tard, c'était à la poitrine. Puis, quelques années plus tard, à la ceinture. Tellement, quelques années plus tard. Et maintenant, on arrive au genou, même un peu plus bas du genou. Je commence à faire la taille là, donc, au mois de novembre, on peut la faire même au mois d'octobre. Hein. Ben, l'avantage, c'est que toutes les plaies de taille sont cicatrisées puisque la sève est encore dans l'arbre, elle descend. Et donc le fait de descendre, elle cicatrise de suite toutes les plaies de taille, tandis que l'hiver, quand on taille, eh bien, il faut attendre le printemps pour que ça cicatrise. Et donc, si on a un hiver humide, il peut y avoir des champignons qui se développent dans les plaies de taille et ils peuvent assécher des branches plus tard, quoi. Voilà. Il y a également donc une taille fin août, début septembre qui est intéressante, qu'on appelle taille d'été, qui permet d'enlever les gourmands. Et ensuite, l'idéal ce serait de tailler au printemps, un petit peu avant la floraison, voire pendant la floraison, c'est pas trop gênant, toujours à cause de cette température. Certains sont partisans de tailler les cerisiers en fleurs. Moi, j'aime pas trop parce que ça calme vraiment l'arbre. Mais bon, en gros, les gens ils taillent quand ils peuvent, voilà, quand ils ont le temps. Et quand le temps nous le permet. Donc on a 4 modes de conduite différents, le gobelet espagnol qui était devenu la référence, le standard, et après un mode un peu plus différent qui vient plus du pommier, qui est l'axe vertical. Donc alors, chaque système a ses avantages et ses inconvénients au niveau temps de travail, productivité, calibre, etc. Les différentes tailles d'aujourd'hui sont dues à deux phénomènes. Donc, augmenter le rendement du cerisier, faciliter la cueillette et également la mise en production plus rapide. À chaque variété, on essaie d'adapter la taille. C'est-à-dire qu'une variété qui produit beaucoup, on aura plus tendance à être sévère dans la taille qu'une variété qui produit moins. Le violate, on aura plus tendance à laisser des branches longues et justement de la production que leur lise, au contraire, où on sera plus sévère dans la taille. Donc ce qui compte, c'est d'avoir toujours un arbre coupé en gobelet, donc avec le soleil qui entre à l'intérieur. J'enlève toutes les branches qui rentrent à l'intérieur, qui gênent donc à la cueillette, et par contre, je laisse toutes les branches comme ceci qui vont vers l'extérieur et qui sont à l'horizontale. Parce qu'il faut savoir qu'une branche, pour qu'elle soit fructifère, c'est quasiment au niveau de l'horizontale. Comme je veux pas attacher, je coupe, mais de telle sorte que l'œil soit vers l'extérieur. Comme ça, l'année prochaine, la future branche qui démarrera de cette branche aura plus tendance à sortir. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien que ça soit tout à la même hauteur. Comme ça, l'arbre, quand il vieillit, ben, l'arbre devient tout à la même hauteur, quoi. C'est joli.
Ces tailles-là, ça a quand même un effet négatif. Ici, on a une grosse branche qui a été éliminée et ça crée des zones de lumière. Et donc, ça fait le soleil brûle ensuite sur le tronc qui n'a pas l'habitude. Ça fait des chancres sur les branches. Bon, voilà, là, on est devant un verger qui est mené à un gobelet attaché. Donc, ça consiste la première année à rabattre le sillon à 50 cm du sol. On a planté 4 piquets à 1 mètre du tronc d'arbre et avec une ficelle et des sangles, faire les inclinaisons de toutes les branches fruitières. Ça favorise la mise à fruit. Et on voit déjà qu'un arbre de 4 ans a déjà ses premières fleurs et cette année il aura ses premiers fruits. Alors qu'en taille normale de gobelet, il aurait fallu attendre 8 ans. Plus on incline, moins l'arbre aura de la vigueur et il fera de la pousse. Mais par contre, il faut vraiment bien équilibrer parce qu'il ne faut pas trop l'incliner. Sinon l'arbre est calé et il est arrêté. Par contre, on garde toujours les branches qui sont très flexibles et très faciles à rabaisser pour la cueillette. On garde tout le temps le bourgeon terminal. Là, on est sur l'axe classique assez bas, je suis à 2 mètres, si ce n'est que la branche du haut, avec la taille, va monter à 2,50 m à peu près, ce qui me permet de cueillir 80% de l'arbre les pieds au sol. Et c'est important parce qu'on a plus de rendement, on va quand même plus vite. Quand on plante un sillon, donc on demande aux pépiniéristes de ne pas le tailler, donc c'est le sillon de l'année, la pousse qui est partie de la greffe. On va la courber sur le dernier fil de fer et on va venir l'attacher là. Donc ensuite, on procède à ce qu'on appelle des incisions. On voit effectivement l'incision qui a été faite lors de la plantation du sillon, donc il y a 3 ans maintenant. Donc on voit encore la trace qui a permis de développer cette branche horizontale qu'on a pu attacher j'ai pu attacher sur le fil de fer. Je taille les gourmands. Alors ensuite, lorsque les branches se chevauchent, ben là, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on laissait toujours ce qu'on appelait le respect de l'œil terminal, ben je vais tailler pour pas que les branches se concurrencent. Voilà, j'arrête comme ça. Donc mes fruits sont sur ces bouquets de mai là, près de la charpentière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a presque 10 fleurs là. Chaque fleur donne une cerise. Donc on peut avoir sur un même groupe de bourgeons jusqu'à 10, 20, 30 fruits. Moi j'ai opté à un moment donné donc des nouvelles techniques en axe, mais au lieu que ce soit de l'axe vertical, c'est de l'axe penché, on appelle ça du naturaxe. L'idée c'est de créer un tunnel de fruitier. Mais en fait c'est des arceaux comme les serres que je m'appuie sur les piquets et en fait ça va faire la voûte. Et après hop il y aura la bâche qu'on pourra remettre juste au-dessus. Voir que des vergers comme ça, les 3-4 premières années, il y a pas mal de travail à faire. C'est pour ça que tout le monde non plus ne fait pas ce système-là. C'est un travail plus important qu'en gobelet au départ. Le gros inconvénient de tailler comme on taille aujourd'hui de manière relativement intensive, c'est qu'on va limiter la durée de vie de l'arbre. Et aujourd'hui, les vergers, on est contraint à les renouveler un peu plus souvent. Alors avant, on gardait des cerisiers beaucoup plus longtemps. La vigueur d'un arbre, ça peut dépendre de la variété et également du porte-greffe. Donc on s'est rendu compte aussi que la précocité c'était bien, mais on avait une maturité en même temps. Donc on avait aussi intérêt à avoir d'autres porte-greffes pour pouvoir décaler un petit peu la production. Donc les pépiniéristes ont récupéré des porte-greffes différents donc, du merisier. Des porte-greffes qui sont plus faibles, dont les arbres ont moins de vigueur et se mettent à fruit plus rapidement. Les porte-greffes ils sont choisis aussi en fonction du sol. Si les sols sont pauvres ou si ils ont beaucoup de matière organique et ils sont puissants. On greffe encore beaucoup de merisier parce que c'est vigoureux. Ça a souvent une racine principale qui plonge, donc c'est des arbres qui vont chercher l'eau très profonde. C'est un verger qui a beaucoup de vigueur. Il est greffé sur des porte-greffes de merisier, alors que les nouveaux porte-greffes, ce sont des arbres qui ont des racines de surface. On aime bien conduire un arbre comme on le sent, parce qu'on le connaît, on l'a déjà taillé les années précédentes, on sait comment il va évoluer, on sait comment il se comporte à la récolte, puisque c'est un arbre qu'on va suivre depuis sa formation jusqu'à
jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Là, on doit avoir le plus vieux cerisier de la propriété. Je pense qu'il a 70 ans, c'est un natif de Bâle. Malgré que ce soit un arbre, il y a un attachement quand même sentimental. Tous les arbres, ils ont une histoire, plus ou moins. C'est l'héritage des anciens. Un jour, il n'y aura plus de vieux burlades, de vieux hâtifs de Balacéré. J'en ai là-bas sur une autre parcelle, une très très bonne variété, c'est pour ça que je les conserve. C'est des burlades qui produisent, qui ont au moins 60 ans. Ben, par exemple, il y a un verger là, qui est à mon âge, que mon grand-père avait planté. Et je suis en train d'en tailler bien souvent et je me dis, mais on dirait que tu te coupes toi-même, quoi. C'est un arbre que mon père a planté, qui est plus vieux que moi, qui a plus de 50 ans. Et qui commence quand même à dépérir. Il a des branches sèches de plus en plus. Il meurt de vieillesse, donc moi ça me fait mal au cœur, hein, ça c'est sûr. Lorsque l'arbre, il y a plus de 50% de branches mortes, on se résout à l'arracher. Là on en a arraché 2 ou 3, ils étaient plantés de 1913. Aujourd'hui, comme on a des variétés plus intéressantes, on a tendance à arracher les burlades pour planter des nouvelles variétés et des plus gros calibres. Eh bien, le fameux camnode, ça, c'est ce qui tue le 3/4 des cerisiers du coin. C'est un ver qui mange les racines et qui fait le pourtour de la racine du cerisier. Et ensuite les branches se dessèchent. Et donc ça, on l'a surtout sur les terrains secs. Ce qui fait que tout ce qui était dans les coteaux, Saint-Ferriol, le Ventouse, les hauts de Céré, ça a disparu. Les arbres ont disparu. Par la sécheresse et par cet insecte aussi, qui est dû à la sécheresse. Aujourd'hui, on est en train de défoncer une parcelle de 90 arbres à peu près. Donc là, le principe, c'est un labour profond. Qui consiste donc à retourner au maximum la terre. C'est une charrue balance tirée par un bulldozer. L'avantage de ce labour, c'est qu'il n'y a pas de roue de tracteur qui re-rentre dans l'arrêt. Fais-moi venir! Ah, c'est bon! Avant, on remplaçait les arbres dans une parcelle, on pouvait même parfois mettre des variétés différentes, ou après, quand on plantait des rangs complets, on mettait des pollinisateurs qui arrivaient des maturités différentes au milieu, sur la même rangée. Aujourd'hui, on l'a évité, bon, pour des aspects de praticité, mais aussi pour les aspects phytosanitaires, pour pouvoir ne traiter que la variété qu'on doit traiter, et ne pas traiter des variétés qui sont à côté, qui viennent à maturité plus tôt, plus tard, etc. Donc ça oblige à encore être plus carré par rapport au choix des variétés, à leur combinaison, puisque comme on est sur des variétés autostériles, il faut qu'il y ait des pollinisateurs, mais il faut que ces pollinisateurs ils soient placés de manière réfléchie pour que ça ne pose pas des problèmes après pour la récolte, pour le traitement, etc. Aujourd'hui, on est en train de planter de la folfer, donc ensuite on va planter de la bélise et de la grasse star. Voilà, donc en tout il y a 135 arbres. Voilà. Ce qu'on peut voir dans un climat méditerranéen, c'est les pluies de printemps, les pluies d'automne un peu plus importantes et un creux de la pluie en été. Au fur et à mesure que la courbe de la pluie baisse, la température monte et ça fait ce qu'on appelle une période aride. Les hivers sont même pluvieux. En automne, il pleuvait, il ne pleut pas grand-chose. On manque beaucoup de pluie. Hein. Tout le monde a entendu parler du changement climatique. Mon grand-père avait tous les cerisiers en sec.
Et à part les 2 premières années de plantation où on les arrosait un petit peu l'été pour qu'ils prennent bien, après avec les orages d'été que l'on avait régulièrement, ça suffisait pour le cerisier. Donc aujourd'hui on peut dire que s'il n'y avait pas l'irrigation, il n'y aurait pratiquement plus de production de cerises acérées. On a aujourd'hui la chance d'avoir un canal d'arrosage et puis on a la station du Palau. Et ça c'est un grand confort pour l'été. Le canal de Céré, c'est un canal qui fait 26 km de long. Il a été construit en 1863. Ce sont une poignée de propriétaires de l'époque qui ont hypothéqué leurs biens pour pouvoir avoir le financement pour faire cet énorme chantier. Le fonctionnement du canal, c'est une ASA, une association syndicale autorisée. Tout le long de ce canal, il y a des vannes martelières avec un cadenas. Et ces vannes, il y a un petit réseau qui alimente les différentes parcelles. C'est le lieu-dit du Palau où on a mis l'irrigation. Donc cette irrigation a été créée en 1988 par 2 personnes. Henri Sicre, qui était député maire de Céré, qui a lancé le projet. Et pour le mettre en place, il s'est appuyé sur le président de l'époque de la Chambre d'agriculture, Jules Labadie. Immédiatement soutenu par des agriculteurs, et je ne le remercierai peut-être jamais suffisamment, André Jean-Pierre et Jean-Claude Saquet qui se sont emparés de ce dossier. Et donc j'avais le soutien de la profession. Et grâce à mes interventions ensuite en tant qu'élu, avec la Chambre d'agriculture, le Conseil régional, nous avons pu monter un dossier de financement qui a été facilement accepté. Et à partir de là, donc, le programme a pu être lancé. Il a fallu créer une association syndicale autorisée, une ASA, et qui a la gestion de ce patrimoine. On a l'eau du 1er avril au 31 octobre. C'est un forfait à l'hectare qui est fixé par le syndic, qui est voté en Assemblée générale. Et donc tout le monde paye la même chose, quelle que soit la consommation d'eau. La spécificité, c'est que c'est tout en sous-pression, donc on peut arroser qu'au goutte à goutte ou au micro-jet. Mais il faut surtout maintenir les arbres. Si c'est des goutteurs, il faut qu'ils aient le bulbe, ce qu'on appelle le bulbe, là où le goutteur tombe, qu'ils aient toujours le bulbe de fraîcheur dans la terre. Et sinon, micro-aspersion, c'est un arrosage qui est plus en surface et qui lui, amène de la fraîcheur tout autour de l'arbre. À partir de la fin de la saison de cerises, c'est très important les arrosages d'été, puisque ça va faire la pousse qui donnera les fruits de l'année après. Il y a 2 façons de conduire un verger au niveau de l'entretien du sol, soit le labour, soit l'enherbement. Lorsqu'on laboure, les racines vont plus en profondeur. Lorsqu'on ne laboure plus, donc il y a de l'herbe qui pousse et les racines restent en superficie. Je laboure donc quasiment toute l'année et après l'été, après la récolte, comme c'est sec, on va faire rentrer davantage la sécheresse. Je passe le broyeur avec l'intercept. Ici, c'est de la micro-aspersion. Il faut que je n'ai pas d'herbe ici. Donc là, au printemps, j'utilise du désherbant et dans l'été, je fauche avec une débroussailleuse, je passe du rotofil. Voilà. L'herbe pompe les ressources du sol. En contrepartie, par contre, le fait de la broyer, elle va pourrir et puis elle va apporter aussi des éléments nutritifs pour le sol. J'utilise que des engrais organiques, qui est du fumier. Et, ça m'arrive de faire des apports en azote après récolte pour que les arbres gardent vraiment
Le vert. Le vert pendant tout l'été. Là, on met que des engrais liquides, de la potasse pour aider s'il y a beaucoup de production sur certains vergers, et puis des oligo-éléments pour favoriser la grosseur de la cerise. La cerise, il faut savoir que c'est le fruit qui est le moins traité. C'est peut-être le fruit le plus rapide, puisque au bout de 40 jours, en principe, s'il y a une bonne floraison, un bon temps qui accompagne, on doit pouvoir cueillir les premières cerises. J'utilise un peu l'hiver contre les champignons, un peu de bouillie bordelaise, des huiles blanches, donc c'est des huiles minérales, pour tuer un peu tout ce qui est les œufs de pucerons. Dès la chute des feuilles, on fait un traitement à base de bouillie bordelaise. Un petit peu avant le débourrement, on va faire un autre traitement de bouillie bordelaise, on en fait 2 par an. Avant la pointe blanche des premières fleurs, un traitement d'huile blanche et un premier insecticide. Parce qu'il y a quand même aussi un ravageur du cerisier qui est important, c'est le puceron noir. Avant le burlap, on n'était pas traité. Ensuite, toutes les variétés qui arrivaient après le burlap, on était obligé de traiter pour la mouche à la cerise. Il est bien connu qu'il y a des vers dans les cerises, donc ça c'est dû à une mouche spécifique qui n'attaque que la cerise. C'est Ragoletis cerasi. Celle-là, elle est endémique à la région, à la cerise. On a un nouveau ravageur qui a commencé à sévir en France, la Drosophila Suzuki, qui est arrivé d'Asie. Entre 2006 et 2009, il a colonisé et l'Amérique et l'Europe. Ce problème, il est mondial. On ne peut pas dire que ce petit insecte nous envahit, soit venu se poser juste en série. Non, non, c'est partout. C'est un insecte qui peut faire jusqu'à 13 générations par an. Ça, c'est des trous de ponte. Donc dedans, elle a déposé un œuf qui a donné des larves. Et cette cerise, si je l'ouvre, je suis sûre que je trouve des vers dedans. Vous voyez là, celui-là il est pratiquement le dernier stade larvaire. Il va tomber au sol, il va se transformer en pupe et de là va émerger un adulte. Elle dépose beaucoup d'œufs dans les cerises, donc on peut avoir jusqu'à 6-7 larves. Les cerises sont impropres à la consommation. Elles tournent vinaigre, elles se liquéfient, c'est vraiment... Commercialiser un produit comme ça, c'est pas envisageable, donc on laissera le fruit sur l'arbre, avec des conséquences en termes d'état végétal de l'arbre. Le fruit va se momifier, va entraîner encore d'autres maladies. Donc quelle solution? En conventionnel, avec les traitements phyto, on arrive à peu près à tenir une récolte. En agriculture biologique, c'est beaucoup plus difficile. Je mets des pièges, donc des pièges à base de vinaigre de cidre pour attirer ce drosophile donc en entourant les parcelles. Alors ça marche à 40-50%. On a essayé le piégeage, on l'a fait pendant 2 ans. On n'a pas des résultats satisfaisants. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait que tout le monde joue le jeu. Aussi bien le particulier que les professionnels. Donc on ne voit pas d'autre solution aujourd'hui que de traiter. C'est réutiliser des insecticides, même s'ils sont biologiques, ça pose quelque part un problème, quoi. Mais c'est quand même assez compliqué, au jour d'aujourd'hui, en agriculture biologique, de pouvoir faire une culture de cerises sur du précoce, du saison et du tardif, à cause de Drosophila Suzuki. C'est quand même un souci qui est global, hein. C'est pas unique à la culture biologique, hein. Je pense que petit à petit, vu que maintenant tout le monde travaille ce sujet, on va quand même avancer sur des méthodes biologiques, comme le piégeage massif notamment, et on va peut-être combiner des moyens de lutte. Piégeage plus intervention phyto. Et c'est tout ça c'est une combinaison de lutte qui va nous permettre d'y arriver en fait. Un cauchemar de mouche, ouais, j'en rêve un peu ces mouches. Quand on parle de danger aussi des produits phytosanitaires, on pense au consommateur, mais il faut surtout penser à l'utilisateur. Parce qu'honnêtement, c'est beaucoup plus dangereux pour la santé de l'utilisateur, donc celui qui va appliquer le produit, que pour le consommateur. Et on a plutôt intérêt à respecter les normes, parce que, après tout, nous sommes les premiers exposés aux pesticides. Si on traite, c'est pas par plaisir, hein. C'est vraiment qu'on est obligé, quoi. L'amateur qui a 2 cerisiers dans son jardin, s'il les traite pas, il les perd. Le type, bon, voilà, c'est rien. Mais nous, on perd une saison de cerises, on perd quand même pas mal d'argent, quoi, hein, et tout le travail de l'année. Donc c'est vrai qu'avec la Chambre d'agriculture, on a un calendrier de traitement. On respecte les calendriers à la lettre, donc les 21 jours, les 7 jours et les 3 jours avant récolte, sachant que les produits 3 jours avant récolte sont autorisés en agriculture biologique.
Mais bon, à l'heure actuelle, il n'y a aucun producteur de cerises qui fasse autant de traitements. Parce que financièrement, ce sont des produits qui sont très chers. Et après, bon, par rapport à la santé aussi. Moi, cette année, personnellement, j'ai traité au minimum. Si vous voulez, j'ai fait peut-être deux traitements sur les cerises sur le Palau. Mais je peux vous dire que je ne disais rien, mais je me disais, tu arriveras au bout, tu arriveras pas au bout. Bon, j'ai réussi. Il y a une évolution de la réglementation qui est assez rapide, avec des contraintes de plus en plus fortes. Il y a eu plus de la moitié des produits de traitement qui étaient utilisés qui ont disparu. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de produits et on utilise de plus en plus des méthodes biologiques, même en agriculture conventionnelle, parce que en fait, les méthodes conventionnelles disparaissent petit à petit. La réglementation mise en place maintenant au niveau de la protection des consommateurs fait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour traiter les arbres. Il arrive régulièrement que pratiquement sur 2 mois de cueillette, on soit contrôlé 3, 4, 5 fois. Le consommateur ne souhaite pas non plus avoir des asticots dans ses fruits. Donc l'objectif, c'est d'arriver à combiner toutes ces contraintes-là et apporter un fruit qui soit le plus simple possible. Si on met une pression insecticide moins forte sur un verger, on aura automatiquement un équilibre naturel qui va se créer, donc plus d'auxiliaires, moins de pucerons, etc. Mais quand on a un problème comme Suzuki qui nous tombe du jour au lendemain dessus, il faut quand même trouver des solutions. Parce que si on n'avait pas trouvé les solutions qu'on a mis en place en agriculture conventionnelle, on aurait perdu la récolte depuis 3 ans. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui et on voit déjà des belles grappes de fleurs. Une fleur, pour qu'elle soit pollinisée, il faut qu'il y ait un mélange de pollen dû à une abeille ou même le vent aussi suffit des fois à polliniser. Si les conditions météo ne sont pas bonnes, si sur 15 jours il y a 13 jours de mauvais temps, au printemps c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, il y aura eu très peu d'insectes pollinisateurs qui auront pu déplacer du pollen, on va dire, de fleur à fleur. Donc forcément, il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de ruches. Quand on déplace des ruches, nous, apiculteurs, dans des vergers, c'est un service qui est facturé. Les abeilles sont vraiment au démarrage de la saison, donc on sait qu'elles y restent selon les années entre 15 jours et 1 mois maximum. C'est une période où on n'a pas encore de production, ça permet d'avoir une source de revenus, on va dire, non négligeable. C'est un miel de printemps dans lequel on aura un peu de cerisier. La bruyère qui va être un peu radoucie, parce que le miel de cerisier, c'est un miel un peu plus doux. Malheureusement, il y a aussi l'aspect, on va dire, pesticide qui est utilisé, que ce soit les désherbants ou les produits phytosanitaires qu'on va utiliser contre les maladies des arbres fruitiers, où là, effectivement, il y a des produits qui sont peut-être risqués pour les abeilles, même si, personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais il y a aussi des agriculteurs comme ici, en bio. Voilà. On n'est plus utile, le travail est fait, on va dire. Quand vous avez
Là, on a encore une fleur avec quelques pétales. Vous enlevez un pétale, vous enlevez les étamines qui sont tout à fait sèches. Et quand vous avez enlevé la corolle de la fleur, hop, vous avez une magnifique petite cerise. On a déjà les fruits qui sont déjà bien formés, donc une future cerise de Céré qui finira vendue peut-être sur le marché ou à l'international, qui sait. Je vais cueillir une branche hâtive de Bâle, les premières cerises, celles qui mûrissent le plus tôt, pour les porter à l'église. Et chaque année, c'est la tradition. Alors chaque année pour Pâques, nous avons cette grande procession avec le Christ ressuscité. Et l'originalité de Céré, justement, c'est de pouvoir offrir les prémices des récoltes, puisqu'on est au printemps. Et ici à Céré, c'est fortement marqué par la culture de la cerise. Donc on offre, avant même le président de la République, on offre au Christ les premières cerises rouges. Alors ce sont des paroissiens, des producteurs locaux qui offrent leurs rameaux. Cette année, on a eu de la chance que les cerises soient bien rouges et de pouvoir les offrir au Christ et de pouvoir partager de bonnes récoltes. Chaque année, on est les premiers, nous, ici, dans nos coins-là. Ouais. Jusqu'à présent, on a toujours porté un coopérative. Mon beau-père le faisait, nous, on a continué. Alors, mon père, ça a été un fondateur de la coopérative. Oui, oui. On a 2 caisses de fruits. Première cerise. Ah, moi, ils sont pour faire sur l'autre. C'est le premier de l'année, ouais, celui-là. C'est le premier de l'année. Il y avait 19 kilos. Elles sont très belles et très bonnes. Je viens d'en goûter et très sucrées, très parfumées. Et demain, on sélectionne les premières cerises, on sélectionne les plus grosses, quoi. Elles sont toujours jolies, si elles sont bien cueillies, si elles sont brillantes, bien colorées. Et voilà, on choisit celle-là pour le président, quoi. Le maire de Céré, depuis très longtemps, envoie les premières cerises au président. Et c'est une tradition qui date de 1932. À l'époque, on m'a dit que c'était un aviateur, le comte de Sivour, qui avait eu l'idée d'emmener en avion des cerises à Paris. Le président de la République, qui était Paul Doumer, avait été assassiné. Et donc, c'est son successeur, M. Lebrun, qui a reçu ces cerises de Céré. Et 82 ans après, nous continuons chaque année. Ce n'est plus peut-être la première cerise de France, puisque nous envoyons des burlades, comme je dis, mais c'est certainement la meilleure cerise de France. C'est quand même un acte qui est unique. Nous sommes les seules cerises qui sont ainsi envoyées au président. Et donc, chaque année, nous partons vers Nevers, après avoir prévenu la coopérative maintenant, avant c'était le producteur, qui nous prépare 2 caissettes de cerises. Et donc, nous allons à Perpignan le porter au préfet ou à la préfète. Nous lui donnons une caisse pour qu'elle la déguste elle-même, ou ça sera elle, puisque nous avons une préfète maintenant. Et puis le reste est pris par la police qui attend, les 2 motards, qui emmènent la cerise à la habanère. Elle est donnée au pilote, c'est préparé, mais tout est prévu, et le pilote l'emmène à Paris, évidemment. Dès qu'elle arrive à Paris, à Orly, eh bien, 2 motards viennent la chercher, et le soir même, 5 ou 6 heures après, elle est à l'Élysée, où, ma foi, elle fait le plaisir des présidents. Alors dans l'ensemble, les présidents me répondent avec un remerciement, un petit mot à la main à la fin. Le cueilleur, pendant longtemps, ça a été un Catalan du Sud qui profitait de ce fruit pour venir se gagner 15 jours, 3 semaines
d'un salaire qui était quand même supérieur à ce qui se pratiquait en Espagne à l'époque. Ils venaient de Figueras, de Bourdais, d'Arneus. 5000 cueilleurs qui venaient. Des Espagnols, des gens qui aussi étaient malheureux, qui venaient pour travailler, qui venaient pour survivre, il faut le dire. Après, lentement, à mesure que l'Espagne s'est développée économiquement, ils sont venus carrément des cueilleurs de plus loin. Moi, je me rappelle, on a vu des cueilleurs d'Andalousie. Il fallait partager les Catalans des Andalous, parce qu'il y avait cette animosité qui existe toujours. Mais c'était des paysans, c'était des gens qui avaient quand même une dextérité, et qui étaient des grands cueilleurs. Moi, je me rappelle de cueilleurs qui montaient, les arbres étaient très hauts à l'époque. Et ils étaient en haut de l'arbre, dans les branches, et avec les deux mains, ils cueillaient. Ils étaient comme des oiseaux. Moi, j'étais un piètre cueilleur. C'est eux qui faisaient leur business, ils choisissaient leur arbre, mais ils travaillaient tellement bien que tu pouvais rien dire, quoi. Et t'arrivais là, tu ramassais les cerises, c'est tout, et j'étais content. Et une fois, je me rappelle, un cerisier, je suis allé pour récupérer les cerises, ils me dit ah non, celui-là, tu nous le laisses. Et ils avaient empilé 24, pour dire si le volume du cerisier, 24 caisses empilées sur le pied d'un arbre. Ils avaient cueilli tout sur ce cerisier. Tout le monde avait des cueilleurs. Tout le monde. Chaque maison, il y avait des cueilleurs. Sur le plan économique, c'était le poumon du pays. Hein. Il y avait un peu d'origine de liège et de sandales, mais même les gens s'arrêtaient de travailler, les usines fermées pour aller cueillir des cerises. Toute la population cueillait des cerises. Quand j'étais en classe, ça m'arrivait de cueillir jusqu'à 10h du soir. Il y en avait qui avaient de grosses colles, comme on disait. Ces gens-là repartaient heureux, avec quelque chose dans la poche. Puis ils venaient d'une dictature et ils étaient dans un pays libre. Mais ils respectaient la liberté, je me souviens. Jamais il ne s'était rien passé d'anormal à Syrie, malgré toute cette foule qui venait. Hein. C'était des gens heureux, ils venaient, ils travaillaient, mais ils savaient que c'était un peu la France, c'était la France. Hein. Oh non, c'était un autre monde, c'était... Les choses qui m'ont marqué, c'est que moi j'avais une colle avec mon père, une trentaine d'ouvriers, et comme c'était des Andalous, le soir on faisait des soirées de danse, tout ça, on faisait des feux de camp, et je mettais mon camion, et il y avait des danseuses. On faisait une soirée, quoi, une soirée andalouse. Moi, j'avais une... Bon, c'était une fille qui avait chanté dans un cabaret aussi. Mais il y avait une ambiance qui était quelque chose de sensationnel. Tout le monde chantait, tout était beau. Ah, il y avait une ambiance, des cerises, c'était quelque chose de magnifique. On savait où il y avait une coille, hein, parce que tout le monde chantait. Tout le monde était gai à cette époque. C'était impressionnant la vie qu'il y avait. Alors, évidemment, le soir, quand la journée était passée, vous aviez le boulevard qui était rempli de ces cueilleurs. Le soir, c'était comme la feria, c'était énorme de monde. Hein. On était crevés dans la journée, on se promenait sur le boulevard. Les commerçants restaient ouverts jusqu'à 9h du soir, parce que les gens s'approvisionnaient pour le lendemain. Devant le grand café, il y avait des gens qui jouaient la guitare, tout ça. Il y avait bal chaque soir. Mais à minuit, tout le monde est au lit. Hein. On peut dire que c'était vraiment la fête. Hein. C'était un rêve. Hein. Alors ça, c'est pratique, les amis. C'est aussi pour ça que j'aime bien cueillir des cerises, parce que j'aime bien monter sur les arbres. Les enfants aiment ça. En fait, il faut vraiment chercher, trier. Celle-là, elle est crevée. Vraiment. Quand je téléphonais en Espagne pour faire venir, on appelle la colle, l'équipe, quand est-ce que tu les ferais venir? Si je les avais ici et j'avais pas de cerises mûres, je devais leur payer la journée. Donc il fallait juste que ça tombe pile. Hein. Maîtriser la cueillette au niveau des cueilleurs, c'est pas évident. Hein. On n'est pas mûr en même temps. Il y a du vent, Yannick, attention. Accroche-toi. Je veux pas d'accident de travail. Allez, Juju. Voilà. Elle est pleine.
La pluie c'est mauvais, mais le vent aussi. Vous avez vu qu'il y avait plein de cerises par terre. Bon, ça encore, à la limite, le fruit il est par terre, il est par terre. Bon, encore, voilà. Le plus mauvais, c'est que sur certaines cerises, ça risque de faire une tache marron. Et là, ça, c'est pas commercialisable. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ça peut évoluer et pourrir. Donc là, ça serait mauvais. Là, il va y avoir du travail au tri. Ça va de ton côté? Là-bas, regarde. Elles ne sont pas toutes touchées, c'est vrai. Oui, mais c'est une cata, quoi. Quand tu sens déjà que c'est mou à la cueillette. Là, avec le vent, il faut tenir aux branches. Allez, on y va. Vous en avez moins là-bas, moi je crois que tout le monde devant. Ouais, les gens seront un peu plus à l'abri, ouais. Et là, on sort d'une période de forte tramontane qui a fait avancer la maturité très rapidement. Les vergers où jeudi ou vendredi, c'était tout juste bon à piquer quelques cerises par-ci par-là. On est arrivé lundi et c'était déjà très avancé. Il faudrait doubler le personnel, mais le problème, si la vente ne suit pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas tenir et les cerises elles vont se perdre. Un verger comme celui-là qui a peut-être 10 tonnes de cerises, peut-être plus, et pas pouvoir les récolter quand on a fait tout le travail en amont, ça noue un peu le ventre. Quand il y en a une de mauvaise, il faut trier. Elles sont belles en définitive. Et la qualité là, elle est mieux qu'en début de semaine. Parce qu'après ce vent, elle était marquée, la cerise. Après, au niveau du goût, elle est très bonne aussi, hein. Elle a un bon taux de sucre. Là, ce qu'on cueille, c'est une cerise de bouche, de qualité. Et moi, je demande aux cueilleurs de bien regarder. Ça me trouve dans l'idée, je me dis, les premiers sont allés à Nantes. Bon, voilà, c'est les gens qui vont croquer ces cerises, là, qui ont été cueillies au soleil et tout. Par contre, le soir, on n'a pas besoin de berceau. Oui, tu t'en vas au lit de bonne heure, que tu dors. Hein. Hier, de 5h30 à 10h du soir, je me suis assis une demi-heure pour manger à midi. Et après, je me suis assis pour prendre l'autoroute Serré-Perpignan. Voilà. Sinon, j'ai des crampes aux jambes. Pas une minute de repos. Demain après-midi, vous restez là? Oui. Il faudra finir ces arbres. On finit de cueillir ça demain. Le soleil chaud, la flétrie de suite, la cerise. Et après, il y a le vent, quand tu es passé, il s'est recalmé. Je me dis, merde, c'est quoi ce temps de merde? Mais moi, j'ai vu que par en bas, c'était bien bleu ce matin. Quand, Ouais, vers le boulot. Ouais, chez nous, c'était noir et par en bas, c'était bien bleu. Et ça, la pluie s'est arrêtée à Saint-Jean. Il a plu que jusqu'à Saint-Jean. Il fait froid, ouais. On a froid aux doigts, quoi. Ce matin, on avait les doigts mouillés toute la matinée jusqu'à 10h. Les doigts? Que les doigts? Non, on n'avait pas que les doigts. Hier après-midi, on était trempés par le crachin tout l'après-midi. Cet après-midi, on a eu du vent tout l'après-midi. Et là, maintenant, ça y est. Ah, tu vois, le C'est sèche-cheveux, calme. c'était cet après-midi. On passe au début de la saison, chacun garde son tablier. Là, t'es venu à L'autre l'heure. jour, il faisait un temps de chien. Toi que je chante, du bel esprit joyeux joli que domine le Canigou. Serré, ville charmante, cité des arts, des clairefontaines, au des glouglous. Serré, tu nous enchantes, par tes tilleuls, tes marronniers au feuillage roux. Serré, beau coin de France, où l'air de vivre semble plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Souris qu'on te filme. Elle mange, elle mange. Ouais, Jean-Pierre.
Attends, j'arrive. Je suis avec le caméraman de L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. On peut dire un message à Lucie. Mais c'est fait. Un message à Lucie. Peut-être qu'elle peut l'entendre, Jean-Pierre. On a décidé ce soir de faire la fête. De noyer notre chagrin en pensant à Lucie. Parce qu'il faut vous dire, à cette coille, il y a tout, mais ça manque de femmes, flagrant. Je passe à la télé, moi je suis une star, regarde-moi. Emmenez-moi au bout du cerisier. Il y a personne qui va vider. Parce qu'il faut me cueillir. C'est pas de là. C'est espagnol. Baila la bamba. Ah, tu m'abandonnes. C'est comme ça qu'il me contrôle le patron Ah oui, maintenant. oui, Il envoie des journalistes. Là. Bon, elles sont bonnes, vous voulez goûter? Espagnol, mais je connais les taureaux. Elles craquent, c'est comme des bigarros quoi. Y arriba, y arriba. Hola. Hola, neno, ¿qué haces? ¿Puedo coger una o no? Una, nada más. Je suis dehors, je suis bien. Voilà quoi. Puis c'est un boulot sympa quoi. Bonne équipe. L'amitié, hein. L'amitié qu'entre les mecs. C'est formidable. Il y en a un, ça fait 35 ans qu'il vient faire la cerise. C'est phénoménal. On parle de tout et de rien quoi. On parle politique, mais on ne comprend rien. Tu nous êtes la perle. On les a pas encore entendus parler de chiffon, hein. Ça va peut-être venir. On raconte que des bêtises, hein. C'est un boulot qui est minutieux, disons. On se gave de cerises. Vous êtes déjà tombé depuis que vous cueillez les cerises? Ah, cette année, non. Hein. Je suis tombée. Mais pas cette Ah bon, année. parce que d'habitude, elle tombe. Oui, je tombe des fois. Heureusement que c'est pas toutes les années. Hop, attends, on va ajuster la casquette. Voilà. Voilà. Là, ici, nous avons une bonne récolte ici. En burlate et puis même en tardive, c'est pareil. Là, vous avez en dessous, là, c'est pareil, il y en a des cerises. Ces cerises nouvelles qui sont très, très solides, qui sont très grosses en plus, elles sont même plus importantes en volume que le burlate, qui sont des cerises qui apportent souvent cette qualité, qui apportent cette teneur qui fait que la cerise est consommable 3 ou 4 jours après sa cueillette. Il y a un étalement de la cueillette qui est beaucoup plus grand qu'avant. Hein. Il y a 60 ans, disons qu'en 15 jours, maximum 3 semaines, précoce, active de balle, burlade mollo et puis bigaro noir, et c'était fini. On est obligé de changer la variété des arbres. Avant, on faisait les cerises sur 3 semaines. Maintenant, on fait les cerises sur un mois et demi, 2 mois. Ça permet d'échelonner la production, hein, donc d'avoir un minimum de cueilleurs et pouvoir aussi satisfaire nos clients sur une période plus longue. Et on a moins de risques. On perd le burlate, on a cette nouvelle variété qui est sortie, le Folfer, on a le Starkin, on a encore plus tardif, et on allonge la campagne et on reçoit moins de chocs. On perd le burlate, avant on perdait tout. Maintenant on perd une variété, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça c'est la variété Summit. C'est un très gros calibre, une forme de fleur qui est assez douce et elle est à chair blanche. Donc, voilà. Donc cet après-midi, on va essayer de terminer les 3-4 arbres en Starking. On va cueillir un peu de Napoléon aussi au verger des Capucins pour la fête de la cerise. Et puis on a gardé quand même quelques beaux calibres en Giant Red pour montrer qu'on sait faire des beaux fruits acérés. Allez, vas-y, foutrem, une femme de Jaïmous. Vas-y, ferem, rousse galas mastagueres. Vas-y, foutrem, ziou, vas-y, foutrem, zao, vas-y, foutrem, ziou, zao, sous le cool. La 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 Mais tout est venu enrayer la cueillette des cerises. Vous savez, le calibrage, c'est déjà quelque chose. Un propriétaire doit, par exemple, abandonner un quart de ses fruits dans la propriété parce qu'ils veulent que du gros, que du beau. Alors automatiquement, avant, vous savez, 1 kilo de cerises, vous prenez 1 kilo de cerises. Je ne dis pas qu'on cueillait
Des petites, mais des moyennes et des grosses, c'était 1 kilo de cerises. Maintenant, il faut séparer les variétés et les calibres. Ça aussi, ça a été un grand handicap. Hein. Bon alors, on enlève celles qui sont sans queue, les petites, les feuilles s'il y en a, les abîmées. Avant, mes parents cueillaient. Ils amenaient soit un grossiste, un expéditeur, au marché ou en coopérative. La cerise, elle était triée de ceux qui étaient mauvais, le déchet, mais ensuite, elle était vendue telle quelle. Alors que maintenant, on est obligé d'avoir des personnes pour trier. Dans les deux trieurs, vous ne gagnez rien. Hein. On essaie de voir, quand on récolte, surtout de récolter les arbres qui sont à peu près du même calibre, surtout, pour éviter du travail au tri. Bon, le tri, c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut quand même une personne de confiance. Parce qu'elle vous laissera une cerise pourrie, cette cerise, toute la nuit ou jusqu'au lendemain, ça travaille. Ça va en contaminer d'autres, ça va en faire pourrir d'autres. Donc on essaye au maximum d'enlever tout ce qui est petit, éclaté, vert, pourri. Donc on l'enlève. Voilà. Ces 20 dernières années, le calibre est de plus en plus important donc sur les fruits, ce qui n'était pas vrai à l'époque puisque tout se vendait. Hein, selon les marchés, les petits fruits se vendaient, comme par exemple mon grand-père à l'époque il faisait l'expédition, il allait à Alès qui était une zone minière, donc les gens n'avaient pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais ils achetaient des fruits un peu plus petits mais qui étaient par rapport au prix. Dans toutes les exploitations, vous avez eu très beau calibre, et des fois vous avez des petites. Tout compte fait, c'est une cerise, qu'elles soient grosses ou petites, elles sont bonnes pareilles. Les gens mangent avec les yeux, ils veulent du gros. Lorsque les petites sont les plus douces et les plus sucrées. Avant, il faisait des journées qui étaient beaucoup plus dures. Hein. Oui, mais il y avait plein d'expéditeurs. Alors, ils ne s'occupaient pas de la vente. On ne s'occupait pas, on cueillait, voilà. Il y avait Astrou, de Vic, Marille, La Salle, Calvet, Gali, Chantala, Morette, Canal, Saquet, Constant, Alvitre, Jean-Pierre, Mesquida, Belmas, Boix, Job. Tout ça, c'était des expéditeurs. Chaque magasin d'expédition employait 4 à 5 personnes. Hein. Donc il y avait 17 expéditeurs, regardez combien ça faisait d'emplois déjà ça. J'avais des producteurs qui m'apportaient leurs récoltes ou j'achetais sur le marché de Céré. Et ensuite, partant de là, j'expédiais, j'avais des clients sur presque toute la France. J'exportais beaucoup en Belgique, même en Allemagne, un peu en Angleterre, mais surtout en Belgique. J'avais un gros client en Belgique, mais je rayonnais sur toute la France. Je faisais, il y a des jours où je traitais 20 à 25 tonnes de cerises. Et comme mon père était en même temps producteur et expéditeur à Céré, on expédiait sur Paris, Bordeaux, Nantes, Limoges. On avait le marché le matin à Céré, sur la place de la Liberté, avec les fameux cobus. Chaque corbeille était pesée par deux hommes qui relevaient le panier et une romaine qui donnait le poids. Et l'appariteur vous donnait un ticket, le poids exact. Et quand il y avait 50 ou 60 tonnes de cerises sur le marché, il y avait 3 types qui étaient en train de peser. Ils débutaient de bon matin et ils terminaient bien souvent un peu tard. Hein. Le 11 ou 12 mai 1943. Cette année-là, le marché s'est ouvert. Le 1er mai 1943, à la place de la Liberté. Et le prix de la cerise s'est vendu à 15 francs. Le lendemain, le 2 mai, il s'est vendu 17 francs 50. Alors les services de contrôle économique, même la préfecture, ont vu cette inflation, ils se sont opposés et ils ont fait opposition, ils ont dit on mettra une taxe. Ils ont taxé la cerise à 10 francs le kilo. Les producteurs, voyant que les prix allaient tomber à 10 francs et à la veille de 17, il y a eu une course-poursuite. Il y a eu un marché le matin à 7 h et une autre à 2 h de l'après-midi. Je l'ai rentré 100 tonnes de cerises ce jour-là. Il y a des expéditeurs qui ont donné des dessous de table à ceux qui avaient une grande production. Les petits producteurs se sont trouvés lésés. Automatiquement,
il y a eu une fronde qui s'est installée et les producteurs se sont dit, bon, il faut créer quelque chose. Et M. Léon Parrain, Paulet et d'autres producteurs ont dit, on va créer une coopérative. Or, créer une coopérative à l'époque où il y avait les Allemands dans Céré et où c'était les Français qui gouvernaient, ça faisait signe de coopérative, signe de syndicat. Les expéditeurs se sont opposés, ils ont téléphoné à la préfecture, même à la mairie de Céré, mais ils se sont trouvés coincés parce que monsieur le curé de Céré avait l'autorisation de l'évêché, leur a loué la salle Saint-Pierre. Ils ont bâti l'année d'après, l'été même, la coopérative sur un terrain qui ne leur appartenait pas, qui appartenait à la SNCF. Parce qu'ils ont signé un sous-seing privé assez rudimentaire, et 2 ans après, ils ont signé l'acte de vente lorsque la coopérative était construite. Le marché, il était sur la place des Tilleuls, oui, d'abord, et après ils l'ont fait à la place Henri Guittard, et après à la zone industrielle. Ouais. À l'époque, il y avait un seul train sur Paris qui partait le soir de Perpignan à 9h. Il ne pouvait pas être au Halle à minuit, c'était impossible, donc il restait un jour. La répartition se faisait un jour sur les carreaux à Paris, donc, et le lendemain, il n'était que vendu. C'est là qu'on perdait un jour. Et là, on a essayé de trouver une solution, de faire le marché le soir. Au lieu de durer 1 heure, la vente, elle n'a pris que 30 minutes. Et là, on a réussi à gagner un jour. Alors, les producteurs arrivaient, ils déchargeaient leurs produits, d'abord en cob, puis après avec des caisses, qui étaient plus pratiques. Et alors, vers, mettons, 6h30, ils agitaient une cloche pour dire que le marché commençait. À ce moment-là, les acheteurs pénétraient sur la place artisane et ils négociaient la cerise qu'ils allaient acheter. C'est la mairie qui assurait la pesée, avec un commissaire qui passait, qui pesait toutes les caisses, ou par paquet évidemment, qui donnait après un bon du poids. Quand la colle était faite, on mettait simplement un bout de papier blanc sur la caisse dessus, ça voulait dire que là c'était fini. Et demi-heure après, exactement, le même appariteur ressonnait pour dire que le marché était terminé. Voilà comment se passait donc, ce marché de Céré, qui était quelque chose d'unique et qui était un des derniers marchés qui se passait comme ça, aussi directement entre le producteur et l'acheteur. À part la coopérative qui à l'époque arrivait à faire des wagons complets, mais il est rare qu'un expéditeur fasse un wagon complet. Alors ils avaient des groupeurs, faisaient les wagons groupés, c'est-à-dire que dans un même wagon, il y avait peut-être 5 expéditeurs qui remplissaient le wagon. Il y avait train, camion, tout. Il y a eu une transformation, le train a disparu presque à côté de tous les camions qui venaient, ça s'est transformé. À mon idée, la période importante des cerises, c'était de 55 à 65. C'était l'euphorie. En 1965 ou 63, je ne peux pas exactement dire que c'était la date, il s'est créé à Céré, coopérative et expéditeurs réunis, 3800 tonnes de cerises. La coopérative a commercialisé 1700 tonnes. Moi, au mois de février, mars, j'avais mes clients de Paris qui téléphonaient pour savoir comment se passait la floraison. Le marché était fréquenté par des expéditeurs de Céré d'abord, plus de Delne et même certains de Perpignan qui venaient acheter sur le marché de Céré. Et même certains Parisiens qui venaient s'installer ici, passer leur mois à l'hôtel Vidal, passer dans les magasins d'expédition, acheter de la marchandise conditionnée et ce truc partait par le train. J'ai vu un jour sur la gare de Céré partir sur Paris 11 wagons de cerises. Et ils se manipulaient de l'argent, croyez-le. Puis à l'époque, il n'y avait pas de traite, il n'y avait pas de chèque, c'était sonnant et trébuchant. Quand vous partiez du marché, maintenant quelqu'un ne pourrait pas venir, comme venaient ces grands expéditeurs qui venaient de Langon ou qui venaient du Bordelais, qui venaient avec la poche remplie de billets de 1000. Maintenant, ils seraient attaqués, ces gens-là.
Moi, personnellement, j'ai senti que la production commençait à baisser dans les années 68-70. La preuve, puisque je me suis transformé, c'était mon magasin d'expédition, j'ai cassé le magasin et j'ai monté l'hôtel. Donc j'étais déjà... Mais j'ai gardé l'activité cerise en me transportant rue des Évadés de France. L'évolution, elle est bien simple. Sur le port, peut-être il y avait 150 propriétaires et actuellement, peut-être il en restera au final, il n'en restera qu'une dizaine. Aussi bien des cerisiers que de la vigne, il y en avait partout. Il y avait le Palau qui était entièrement recouvert de cerisiers. Du côté de l'Asburger aussi, c'était plein de cerisiers. Du côté de Reynes, pareil. Sur les collines, là-haut aussi, Ventous, tout ça, il y avait des cerisiers partout. La belle époque de la cerise est terminée. Puis la main-d'œuvre a augmenté aussi. La main-d'œuvre augmentant, automatiquement, un cueilleur, il faut qu'il vous cueille 40 ou 50 kilos de cerises pour lui payer sa journée. Mes parents le déclaraient, mais ils déclaraient une personne. Il n'y avait pas de nom, on ne donnait pas de nom, rien du tout, une personne. Puis quelquefois, il y avait des voisines aussi qui venaient. À l'époque, c'était c'était pas tellement réglementé. À l'époque, il n'y avait pas le SMIC. Je participais avec d'autres producteurs pour fixer le prix de la journée de la cerise. Pas de l'heure. À l'époque, c'était la journée de 8 heures. On avait en face de nous les représentants des ouvriers agricoles. Je cite le chiffre 14 pour les femmes et 16 pour les hommes. Après, on a discuté de l'heure bien plus tard. Un cueilleur de cerises, bon, qu'est-ce qu'il fera 60 kilos? Peut-être un peu plus, c'est un grand cueilleur, mais il n'y en a pas beaucoup qui font beaucoup plus. Vous vous rendez compte, si vous vendez la cerise à moins de 2 €, vous avez moins de 120 € pour les 60 kilos. Et donc actuellement, quand vous avez tout compté, un cueilleur déclaré, ça vous coûte davantage. Peut-être on gagnerait plus de cueillir en famille 4 cerises que d'avoir 10 ou 15 personnes, parce que tu as payé l'un et l'autre et à la fin, tout compte fait, nous on ne travaille pas. On est en train de gérer et commercialiser. Mais la cerise a été une époque heureuse de scellé. Les gens ont gagné leur vie, ils ont plus... Quelqu'un qui avait un hectare de cerisier, il vivait bien. Mes parents, ils vivaient que des cerises toute l'année. Oui. Et là, maintenant, avec le triple qu'ils avaient mes parents avant, on n'arriverait pas à vivre. Non, c'est clair. Mais on disait qu'avec la première faldade, ce qu'on appelle la faldade, c'était on prenait le tablier, on le repliait, on le nouait, et ça faisait comme une bourse, comme une poche. Cette poche bien pleine, elle arrivait à faire 6-7 kilos. Et cette faldade payait la journée du cueilleur. Beaucoup de familles vivaient uniquement que de la cerise. À l'heure actuelle, que de la cerise, c'est quasiment impossible. Ou alors il faut être comme des collègues, avoir une autre activité à côté. Ils n'ont que la cerise, mais ils sont plus réactifs, quoi. Bien souvent, les prix qu'on nous achète maintenant, c'est les mêmes qu'il y a 50 ans en arrière. Alors avec le coût de la vie et tout ça, c'est impossible. Non, on peut pas. c'est pas possible. Pendant 10 ans, on a vendu la cerise à 2 € le kilo. 2 €, c'est une catastrophe. Le producteur, pour amener la production d'1 kilo de cerises, il lui faut 1,80 €, quoi, en comptant tout. De la taille jusqu'à la récolte, quoi. Le gros, bien sûr, la main-d'œuvre. Après, il y a le coût de l'emballage. La récolte n'est pas mécanisable, la récolte elle est manuelle, elle restera manuelle, et du coup, c'est un produit qui est cher, quoi. Ouais. Sans retrouver peut-être les prix d'il y a 60 ans, le jour où on aura une moyenne de prix de 3 € un peu plus, eh bien, le producteur, le cultivateur qui fait de la cerise vivra comme il faut. D'abord, c'est la catastrophe, c'est le problème de toute l'agriculture. Les primeurs et les fruits en particulier, les fruits primeurs et la cerise en particulier, sont des exemples frappants et en tête de ce manque de rentabilité. Ce n'est pas pour faire fortune, mais pour vivre correctement. Voilà, il faut un minimum. L'agriculteur ne peut pas être richissime, mais il faut qu'il vive, et lui et sa famille. Le problème qui est peut-être le plus grave pour le débouché de la cerise serrée, c'est que nous n'avons pas une quantité suffisante. Donc chacun doit se débrouiller pour trouver dans la distribution, dans l'expédition, soit sur Perpignan, soit sur quelques coopératives locales ou extérieures, soit en fournissant des revendeurs. Alors il faut savoir que sur le marché, il y a 70%, voire 75%, c'est la grande distribution qui maîtrise qui est le patron du marché. Et puis le reste, c'est un peu pour les ventes directes, pour un peu quelques épiciers, il y a
quelques petits débouchés, quelques niches qui peuvent valoriser un peu plus nos productions. Je travaille, ça fait une dizaine d'années avec un metteur en marché sur Saint-Charles. Donc lui, il s'occupe de vendre la cerise et il a son pourcentage qui est à peu près entre 10 ou 12% de la vente. À 8h du matin, il m'appelle et je lui donne une estimation de ce que je vais récolter. Et il commence à vendre la cerise qui n'est pas encore cueillie. À midi, on affine, donc je lui dis j'en aurai plus ou j'en aurai moins. À 16h30, je charge mon camion. Les départs de Saint-Charles des produits frais, c'est à 17h. Et c'est le lendemain sur les étals. Et il y a quand même une réserve, parce que si le lendemain, le client trouve que la qualité n'était pas celle qu'on lui avait annoncée au téléphone, il peut renégocier le prix, donc à la baisse évidemment. On n'a pas le prix ferme. Moi, chaque jour, on faisait la comptabilité, on savait ce qui rentrait, ce qui sortait. Vous savez, c'est ça, gérer une maison. Tandis que maintenant, les pauvres propriétaires, ils ne savent pas où ils vont. Mon père, lui, c'est tout ce qui marchait donc, de production à Saint-Charles. C'est tous les matins, à 3h du matin. Les jours de marché, je ferai cueillir des variétés qui sont moins résistantes à l'expédition, ou plus petites, parce que je pourrais afficher deux prix, la belle cerise et la moins belle. On les écoule sur les circuits courts, donc c'est-à-dire les petits épiciers, les petites surfaces, les commerçants qui font les marchés des villages. Et on écoule aussi sur les collectivités. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Jardins de Perpignan. Et on est 2 producteurs de céréales à porter de la cerise. Et les personnes qui sont intéressées vont sur le site. Par les connaissances que j'ai pu avoir en ayant travaillé en région parisienne et un petit peu partout, chaque fois que j'allais quelque part dans une ville, que ce soit à Valenciennes, que ce soit à Lille, que ce soit à Bordeaux, à La Rochelle ou à Paris, j'allais sur les marchés, donc de bonne heure le matin, rencontrer les négociants. Donc on en a rencontré 2 sur Paris. Le premier, la société Paris Select, donc cueillette du matin. Donc on a fait de la folle fer et de la fer douce. Et là, on a 3-4 petits plateaux de bigalise. Alors, on fait des petites barquettes de 2,5 kg net. Alors, elles vont partir ce midi sur Perpignan, puis après, elles prendront le train pour aller sur Paris. Et donc, c'est dès le lendemain matin sur le marché de Rungis et revendu sur l'étal du distributeur, donc Fauchon et toutes les petites épiceries de luxe parisiennes. On a trouvé un second, qui s'appelle les Vergers de Saint-Eustache. Ce sont des gens qui aiment bien connaître les producteurs. Donc, tous les grands hôtels et restaurants parisiens, donc les restaurants des grandes entreprises, les restaurants des organismes publics, donc le Sénat, l'Élysée, l'Assemblée nationale, les grandes entreprises, Suez, EDF et autres. Donc tous ces chefs sont venus à Céré. Alain Cohen est venu avec eux pendant la récolte, il voulait voir et rencontrer le producteur. Il y a quand même aussi pas mal de bio, mais qui passent plus sur des circuits courts. Donc là, c'est plutôt de la vente directe ou des circuits vraiment courts dans des magasins spécialisés. De Céré, il y a à peu près 80 coopérateurs qui vont mener, plus d'autres personnes qui vont venir en achat, donc on va tabler à peu près sur 90 personnes qui vont mener les cerises. Il y a des parts sociales et ça appartient donc à toute la structure, la Melba appartient aux coopérateurs. Il faut payer une cotisation, mais je sais pas, moi c'était mes parents qui l'avaient payé à l'époque, donc il y a des règles très strictes. Par exemple, on n'a pas le droit de porter des cerises ailleurs, d'en vendre ailleurs. La cerise qui arrive à midi est conditionnée l'après-midi pour repartir le lendemain matin. Et celle du soir conditionnée le matin pour repartir aussi ou le lendemain matin ou dans l'après-midi. La cerise est une période qui est quand même assez courte, quoi. Donc on a besoin de monde sur une période restreinte. Le démarrage est toujours plus lent, on a moins de volume, donc on a besoin de moins de personnes. Et petit à petit, on monte crescendo. Et on commence à 7h le matin, on finissait à 6-7h le soir. Et c'était assez dur pour tout le monde, quoi. Alors la vente des cerises se fait à 80% en grande distribution. Et le 20% restant, c'est soit vente directe avec le magasin, soit vente grossiste. Voilà. On vient de Grenoble et pour acheter les cerises de Céré au moment, oui, je viens à la coopérative. Le marché des cerises ici, c'est le révélateur du marché général des cerises sur Céré. Le bénéfice généré par le magasin est redistribué aux coopérateurs en complément de prix sur la cerise pour la filière cerise de Céré, quoi. Le but de tout ça, c'est de payer au maximum le producteur, voilà, pour essayer de relancer la cerise sur Céré. Les gens me disent combien on te les paye, j'en sais rien. Moi je sais à la fin, au mois d'août, quand on m'envoie le chèque.
avec le bulletin. Et voilà, comment? Eh ben merci. Cerise de Céré, n'importe qui peut s'approprier la marque. Enfin, ou du moins l'appellation, cerise de Céré. Et nous, on a voulu créer cette marque Primélis avec un cahier des charges bien défini. Ça fait 10 ans que le syndicat a été créé. Donc à l'heure actuelle, on compte à peu près 10 producteurs. Chaque adhérent du syndicat commercialise sa cerise, chacun indépendant. Peut-être aujourd'hui, pourquoi pas s'orienter sur classer un peu la cerise de Céré, soit par une IGP, une AOP, je ne sais pas. Il faut voir les avantages et les inconvénients, un label qui permette de valoriser un peu plus notre production. Il faut que ça soit toujours une cerise de haut niveau, la meilleure de France, on l'a dit, on peut le répéter, et qu'il doit se vendre à un prix correspondant à sa qualité. Nous, à l'époque, quand je faisais l'expédition, notre concurrent c'était Romoulin et Solier-Spong dans le Var. Maintenant, de la cerise, il y en a partout. Il y en a, bon, nous, dans le département voisin, dans l'Aude, il y a de la cerise, dans l'Hérault, il y a de la cerise. Bon, dans le Gard, il y en a toujours eu, après dans le Vaucluse aussi. Il y a de gros volumes qui sont sur le marché, des grosses coopératives qui font beaucoup de tonnage, qui n'hésitent pas à casser les prix. Que voulez-vous? On est rentré en Europe. Céré, tout en étant la première cerise de France, ce n'est plus la première cerise d'Europe. La concurrence, par exemple, la cerise espagnole, c'est que le SMIC est à moitié, allez, entre guillemets, moitié prix que nous. Eux, ils prennent des saisonniers, des Polonais, des Roumains, des Chinois. Les types, ils sont là pour bosser. Il n'y a pas de samedi, dimanche. On a le coût de la main-d'œuvre qui est le plus élevé en Europe, quand on le compare à l'Espagne, à l'Italie et même à l'Allemagne ou des pays comme ça, pour l'agriculture. Ils sont dans l'Europe, mais ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Donc, ils n'ont pas ils ont des produits qu'ils peuvent utiliser qui sont interdits en France. On est en Europe quand même. Alors pourquoi en France ça pollue, c'est très toxique, et au Portugal, à un moment donné, il y a un problème là. Et avec la culture sous abri, on a des fraises toute l'année. Avec les importations, on a des fruits toute l'année. Moi, je vois le samedi, je me promène, toute l'année, vous trouvez tous les fruits que vous voulez. On peut avoir des cerises ayant fait 1000 km qui ont été cueillis moins chers et du coup qui sont moins chers à l'arrivée. Moi, pendant longtemps, je me dis mais comment quand même ce prix de transport, il doit être quand même, il doit intervenir pour qu'à un moment, notre prix, même si nos cueilleurs sont mieux payés, ne soit pas comme ça non concurrentiel. Avant, c'était difficile. La frontière, on ne vous laissait même pas laisser passer un bonbon. Hein. Tandis que maintenant, les camions, mon fils est affréteur, il passe des camions à jet continu dans les deux sens. Parfois, ça gaspille de l'énergie, ça pollue, etc. C'est quand même une hérésie que ces transports permettent cette concurrence presque déloyale. Et je crois qu'un jour, quand même, la raison fera qu'on se rendra compte que la planète est menacée par cet excès de transport et qu'alors ils seront à un prix tel que ça redeviendra, disons, une nécessité et un bien pour ceux qui le font de produire sur place. Donc en fait, il faut qu'on soit plus performant que les Espagnols, que les Italiens, pour arriver à être au même niveau sur le marché. Le soleil, quand il se lève pour tout le monde. Voilà. Après, le consommateur, s'il va acheter la cerise espagnole, il achètera la cerise espagnole. S'il va acheter du local, il achètera du local. Voilà. Est-ce qu'on fait un peu marche arrière par rapport à plus gros et si c'est pas bon, tant pis? Je crois qu'il y a un revirement où on arrive à retrouver un peu des gens qui recherchent un peu la qualité. Maintenant, est-ce que la qualité va avec la rentabilité? La qualité gustative, je m'entends. Hein? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, en période de crise, je crois qu'il y a des consommateurs qui sont prêts, alors qu'elles sont aussi bonnes que les autres. Aussi bonnes que les autres. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer aux consommateurs. Parce que mais ça fait son choix. C'est pas le message au consommateur, je crois que c'est au distributeur. Ne pas se faire passer le message au consommateur, je suis sûr qu'il est prêt à acheter. Je pense qu'il y a un changement au niveau de la consommation des gens. C'est-à-dire c'est un cycle. Là, ils essaient de. On revient à la base, donc à la production, et se rapprocher le plus près possible du producteur, quoi, voilà.
la cerise, rien se perd. Il y a les noyaux, on peut les mettre à sécher pour faire les fonds de tarte, vous savez. Oui. On peut faire des petits coussins, les mettre au micro-ondes, que vous mettez quand vous avez des rhumatismes. Et la queue de cerise, la tisane. À Céré, il y avait une confiture-riz. Il y avait une grande cheminée là, qui a disparu. Selecta, c'était une petite confiserie qui était réputée par sa qualité. Avec les cerises, je fais des clafoutis. Tu peux les mettre. Ensuite, avec les coquilles là. Et allez, tu remues. Allez, allez, allez. C'est dur là. Le sais. Allez, allez. Après, tu pourras la réparer. Alors maintenant, on verse la pâte. Quand même, oui. Allez, on la met au four. Allez, le four, ne va pas laisser très longtemps. Bon, là. Impeccable. C'est chaud, hein, c'est chaud. Oui, ma femme ne m'en fait pas trop parce que le clafoutis, là, je le mange tout. Hein. Le magasin achète la cerise, la fait transformer, paye la transformation et vend le produit. Donc on essaie de valoriser 90%, 95% des déchets congénérés. On fait faire des transformations soit en jus, soit en confiture, en coulis aussi. On a réceptionné les premières cerises de l'année par la coopérative La Melba qui se trouve à Céré. Donc les premières cerises qui vont être transformées pour cette production en confiture. Les cerises sont triées une par une, on enlève tout ce qui est feuilles, on récupère la pulpe et on va mettre en bassine de cuisson avec le mélange du sucre et de la pectine. L'équipe est en train de fabriquer la première confiture de cerises de l'année. La pulpe sert aussi bien pour le jus ou la confiture. On espère cette année pouvoir sortir un nectar de cerises qui n'existe pas. On travaille aussi avec Capdona, la brasserie qui se trouve à Argelès. Ils nous font la demande de pulpe bio. Au niveau de la bière à la cerise, donc l'idée vient de ma femme, qui est catalane. La bière blanche était la bière préférée de mon grand-père. Mon grand-père, il m'a faite. J'ai toujours été avec lui dans les champs. Donc on voulait lui faire plaisir. Il était agriculteur à Céré. Il avait des problèmes de santé. Et on l'a sorti il y a 3 ans. Il a eu le temps de la goûter, c'était quelque chose de merveilleux. L'idée, c'était d'associer une bière légère, la bière blanche qui a déjà une typicité, et la cerise de Céré, de faire une bière de fin de printemps, de début d'été. On ajoute le jus de cerise, on introduit à peu près 10% par rapport au volume de bière total. Et donc, il n'y a pas d'ajout de sucre ou d'arôme. Le lancement officiel, on le fait sur la fête de la cerise à Céré. Cette bière, elle a son histoire, elle a sa vie, elle a son homme. Et son homme, c'était Pierre Albitre, mon grand-père. Et voilà. Un boulanger de Céré, donc qui s'appelle le Croquant, on lui fournit la cerise, il la transforme, donc il fait des pâtisseries, il fait des rousquis à la cerise, il fait plein de produits, du pain à la cerise aussi, qui nous met en vente au magasin. Voilà. Ça m'intéressait de récupérer ça pour avoir vraiment le fruit à maturité maximum. Travailler les fruits de saison, mais il faut que ce soit du local. On y revient de plus en plus, les gens sont demandeurs. La cerise, c'est un produit qu'on mange frais. Et ils ne sont pas habitués à ce qu'on le transforme et à l'associer avec d'autres parfums. J'ai fait des tartelettes pistache cerise. Quand j'ai fait goûter aux gens, ils m'ont dit mais c'est fantastique. Travailler sur les textures, du croustillant, du fondant. J'ai sorti une baguette à la cerise, les gens se sont régalés. Des rousquilles à la cerise, les clafoutis, les petits bougnols. J'ai voulu sortir une petite spécialité qu'on a appelée la cérétise. C'est un petit beignet catalan parfumé au citron à la fleur d'oranger où à l'intérieur on met une cerise entière. Un moelleux avec des incrustations de compoté de cerises avec des cerises entières. On peut arriver à faire des choses exceptionnelles. Les gens, ce que je leur demande, c'est d'être curieux. J'avais une arrière-grand-mère qui était chef de cuisine et des parents qui étaient pâtissiers, chocolatiers. Donc par amour, en fait, je ne me suis jamais posé la question, mais forcément, je voulais faire ce métier. J'ai fait l'école des beaux-arts aussi. Et j'aime travailler la matière dans sa sculpture, dans ses formes, ses couleurs aussi. J'utilise la cerise de Céré bio, déshydratée. On fait le cake pistache qui est notre must, on va dire. Les cerises amènent une petite acidité à la pistache et puis ce côté fruité aussi qu'on ne trouve pas dans d'autres fruits.
On fait des petits mendiants avec de la cerise de Céré. J'ai pas trouvé quelque chose de meilleur qui accompagne le chocolat. Avec des amandes du Roussillon, c'est super top. Le rêve, c'est toujours de mettre en valeur le fruit comme il est initialement. Hein, faire exacerber tous ses arômes et ses goûts. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les fruits de saison. Je cherche toujours à avoir l'excellence dans les fruits locaux pour restituer vraiment un fruit mûr, bien parfumé. On est dans un département exceptionnel par toute sa diversité de fruits, hein, ça c'est sûr. Et puis il y a des gens qui travaillent avec cette même rigueur et cette même passion que nous on peut avoir. Hein, donc c'est un département qui est hyper riche pour ça, hein, ça c'est magnifique. Faire plaisir, ça soigne les gens. Hein. Nous, on est des métiers où on essaye de créer du plaisir pour embellir la vie, donc on est aussi important que les médecins. Les cerises de Céré, ce sont nos cerises que nous avons fait distiller. Ça, c'est la cuvée 2012. Un distillateur qui distille des mares de raisin, qui est passionné par les petits fruits et qui a un petit alambic. A bien voulu qu'on lui livre une certaine quantité de cerises chaque année pour distiller du kirsch. Alors que c'est Jean-Pierre, je lui avais expliqué que les cerises, bon, nous on distillait avec le fruit entier, avec les noyaux, qui donnent vraiment une typicité de fruits. Et on a commencé comme ça, donc tout ce qu'il avait, on lui a distillé, mis en bouteille et tout pour lui. Voilà comment c'est parti. Nous on distille beaucoup de cerises type Napoléon, quand on distille ici, c'était la cerise blanche. On se rend compte que les gens apprécient les eaux de vie aromatiques. Il y a un marché. On a fait des créations de charcuterie à base de cerises par rapport à la fête à la cerise, en l'honneur de Céré. C'est subtil cette alliance entre le salé, le sucré. Le premier truc qui m'est venu à l'idée, ça a été de faire le pâté à la cerise. Et vu le succès, j'ai fait alors le boudin à l'oignon à la cerise. Pour une quinzaine de kilos de viande, de sang, tout ça, il y a 8 kilos de cerises. Il faut enlever un noyau et les mettre dans du kirsch pendant au moins 3 mois. Bon voilà, ça c'est la préparation. Et c'est parti. C'est artisanal, oui. Ça sent, ça donne du fer, c'est très bon pour la santé. Au début, il y en avait certains qui étaient un peu réticents. Parce que la cerise, vous mettez de la cerise dans le boudin, malheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crime sur le Céré. Mais maintenant qu'ils l'ont goûté, ils se sont aperçus que c'était un très bon produit. Et maintenant, ils se vendent très bien. En 2011, j'ai eu la médaille d'argent. Après, j'ai eu la médaille d'or. Et cette année, j'ai de nouveau la médaille d'or. Comme dans tous les restaurants à Céré, pour la fête de la cerise, en tant que restaurateur, on joue le jeu et on propose depuis toutes ces années un menu spécial cerise. C'est gourmand, c'est acide, c'est sucré, on sent bien plusieurs variétés. Bon, c'est intéressant à travailler, on peut le travailler en sucré comme en salé, ça ne pose aucun problème. Avec le poisson, c'est très intéressant. Avec les anchois, par exemple, c'est très bon aussi. C'est un carpaccio de saumon avec une mousse de chèvre à la cerise, avec une épice indienne qui s'appelle le pan masala. Le fondant de pintade en croûte de fruits secs aux cerises de Céré, avec le gratin de pommes de terre, crème et cardamome. Notre petit dessert complètement revisité autour de la cerise. Une forêt noire sur un petit sablé avec la mousse chocolat noir giandouja et les cerises macérées, la crème brûlée cerise, le petit nem croustillant crème à l'amande et cerise, la boule de glace à marina, donc fromage blanc et cerise pour terminer cette dégustation. Une jolie petite coupette de champagne aux cerises de Céré. Le restaurant est vraiment axé sur la production locale. Le but est de travailler main dans la main avec tous nos producteurs récoltants. Et 95% des produits qui sont utilisés ici sont des produits frais, issus de cultures et de récoltes Pyrénées-Orientales. C'est l'emblème de Céré. Moi, je suis né à Céré. La cerise, pour moi, ça représente beaucoup. Et oui, j'aime la cerise. C'est le meilleur fruit qui existe. Moi, je suis un mangeur de cerises. C'est comme le rossignol. Je ne saurais pas m'arrêter à manger des cerises, mais sur les arbres. On n'a jamais une assiette de cerises sur la table. On les adore. On en mange Oh là là. toute la journée quand on cueille. Oui. Quand je les cueille sur l'arbre comme ça, quand je passe, et quand j'achetais au marché. Je crois que si j'avais pas de cerises à moi, j'irais un fauché. C'est un des fruits les plus faciles et les plus agréables à consommer. Cueillir et la manger, voilà, il n'y a rien de plus naturel, quoi.
Le problème qu'on a, nous, quand on cueille, c'est qu'on fait que manger. Vu que c'est une période courte, on peut en consommer tous les jours. Du moment où on n'a pas de problème de poids, ça ne va pas être gênant. Vous pouvez manger 1 kilo de cerises ou 2 kilos de cerises, ils ne feront rien du tout. Hein. C'est un fruit qui est quand même, on est content de le voir arriver. Maintenant, après, au niveau de la santé, je ne sais pas trop ce que ça apporte. Quoi. Elle est alcalinisante, donc elle va permettre de lutter contre l'acidification. Donc ça part des rhumatismes, tout ce qui est arthrose, ostéoporose, etc. Pratiquement toutes les vitamines sont présentes dans A, B, C, D, E. La vitamine A et la vitamine C qui vont intervenir donc, dans le côté antioxydant pour la vitamine C, dans la vision pour la vitamine A. La provitamine A qui est un très puissant antioxydant aussi. Elle est très riche en minéraux, donc tout ce qui est cuivre, calcium, potassium, qui sont donc très utiles au corps humain, et en oligo-éléments, tout ce qui est cuivre, zinc, etc. C'est très bon pour la santé. Ça, ouais. Ça va aider à lutter contre ce qu'on appelle l'oxydation du LDL, c'est le mauvais cholestérol, en évitant, si vous voulez, qu'il forme des plaques d'athérome, donc qui bougent vos artères. Ah, je ne suis pas tout vip, hein. Il paraît que ça fait pisser. Les queues. On prend de la tisane. C'est diurétique, ça. On peut faire des tisanes alors. C'est que c'est bon. La queue de cerise contient des flavonoïdes et des sels de potassium qui vont favoriser l'élimination rénale du coup des toxines de l'organisme. Pour les reins, pour tout, c'est un fruit qui est merveilleux. Ça fait du bien pour les intestins et pour la vessie. Mal au ventre. C'est pas grave. Si les cerises sont bonnes à quelque chose, eh bien moi j'en profite à fond. Donc la cerise est un fruit qui est très concentré en mélatonine, qui est une molécule qui intervient dans la régulation du sommeil. C'est quand même un fruit qui est très sucré. Elle est classée de toute façon dans les fruits les plus sucrés. Elle contient 15,5% de sucre. Sachant qu'il y a deux types de sucre, ça va être surtout du fructose, le sucre des fruits, et du sorbitol, qui est un sucre qui n'est pas absorbable. Voilà. Et du fait qu'il ne soit pas absorbable, il va avoir le côté, il va lui conférer ses vertus laxatives. Ah, c'est très bien. Ça fait éliminer, ça fait d'ailleurs, c'est recommandé de manger des cerises. La cerise est très riche en ce qu'on appelle des pigments anthocyaniques et des anthocyanines, qui sont des molécules qui sont antioxydantes et qui vont lui conférer toutes ces propriétés au niveau donc, de la prévention, du cancer, des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires. Donc ça permet de lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Encore ? Si la cerise peut aider à vieillir mieux et à vivre plus longtemps, c'est tout ce que je vous souhaite dans tous les cas. La fête de la cerise, c'est tout à fait récent. Hein. Parce qu'à cette époque, je vous parle qu'il y avait tous les Espagnols qui venaient, il n'y avait pas de la fête de la cerise. La fête de la cerise, c'était chaque soir. Après, on a créé la fête de la cerise, c'est bien, parce que malgré tout, ça fait une renommée. La première fête de la cerise, on l'a faite en 1994, qui m'était venue l'idée. J'ai dit, comment ça se fait qu'à Céré, on ne fasse pas la fête de la cerise? Alors bon, j'en ai parlé à Madame Mas, et elle m'a dit, t'en fais pas, je m'occupe des producteurs. Alors il m'a dit, bon, il faudrait au moins qu'il y ait quelques producteurs. C'est les commerçants qui ont lancé la boule, mais ils avaient besoin des producteurs, quand il faut le dire. Ça a été fait pour la faire à la Pentecôte, parce qu'à la Pentecôte, on n'avait pas de marché de gros. Et on se trouvait toujours avec 3 jours sans pouvoir expédier la cerise. Les gens, ils cueillaient quand même, de peur de il y avait des stocks énormes. Alors, se vendait à 4 sous. Je crois que cette année, il s'est vendu à peu près 20 tonnes de cerises le jour de la fête. Il y avait la coopérative qui a participé. On était bien une quinzaine de producteurs à participer à la fête. Il y avait la chambre de commerce qui était représentée, la chambre d'agriculture, et puis il y avait le centre de recherche et d'expérimentation agricole qui ont fait devant le hall de la mairie une exposition de cerises. Et on a dit, bon, le dimanche à midi, on fera une grande paella. Ça y est, ça fait partie des arcades jusqu'à l'hôtel de ville. De chaque côté, cette partie du boulevard là. Il y avait peut-être, je sais pas, il y avait 250 personnes au repas. Considéré comme la plus belle fête de la cerise. Et maintenant, c'est la mairie qui a tout pris en main.
Et puis ça a pris quand même une belle ampleur et c'est une très jolie fête. Hein. Ça attire du monde, maintenant c'est connu, c'est une fête intéressante pour les producteurs, ça permet d'écouler de la cerise. Les gens ils ont un autre aperçu de la cerise quand on la voit dans un supermarché. Les clients peuvent profiter directement des produits cueillis le matin et manger le jour même, quoi. Ce qui plaît la fête, c'est ça, quoi. C'est pouvoir les goûter sur place, manger sur les stands. On peut parler aux producteurs, nous on peut expliquer notre travail. Souvent les gens sont intéressés, sont curieux, surtout. C'est une petite fierté de montrer ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. La fête de la cerise amène du monde. Les gens aiment le shopping, hein, croyez-le. Hein. Ce matin, on a cueilli tout ce qui restait, on a vidé tous les arbres. Maintenant, il n'y a plus rien sur les arbres, tout est ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à vendre. Il y a un monde fou, il y a des bus qui arrivent de toute l'Espagne. Ils arrivent d'assez loin et ils veulent beaucoup de cerises. Les Espagnols, ils sont réputés pour ça. Et ça va être dur de tenir. Ouais. À mon avis, vers 3-4 heures, on n'aura plus rien. C'est joli quand même la fête de la cerise, non? Beaucoup de monde et tout le monde apprécie la cerise. C'est que du bonheur. Elle est parfaite. C'est assez curieux parce qu'on parle toujours de la concurrence un peu de l'Espagne et de la Catalogne par rapport à notre cerise. Le fait que le jour de la cerise serrée, je suis sûr que la moitié des personnes sont des Catalans du Sud. Ils viennent avec des cars, ils viennent en famille. L'an dernier, comme cette année, on a atteint des records de personnes venant à la serrée ce jour-là. Je pense que pour certains, c'est quand même un complément de revenus non négligeable. Parce que la vente à proximité est un des avenirs de la cerise. Ce jour-là, la cerise se vend à un prix qui permettrait de vivre aux agriculteurs qui font de la cerise. Eh bien, c'est vraiment que la cerise serrée a une réputation qui dépasse largement les frontières de la région et même plus loin. Vous pouvez nous souhaiter, c'est qu'il fasse froid l'hiver, voilà, qu'il gèle, et qu'il fasse beau au mois de mai. Voilà. Ouais, mais et à partir de là, après on se débrouille. À la cerise. À la cerise serrée. Cada dia és cada dia, cada dia és l'últim dia, cada dia és el primer dia, cada dia és un altre dia. Pel matí t'aixeques cada dia, obres la finestra i entra la llum del dia. Alegria i alegria, només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per la por, no et deixis atrapar per la foscor, i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc, no et deixis atrapar per la por, no et deixis atrapar per la foscor, i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc. Salta barreres, trenca les fronteres. Brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc i al final t'ha tota la vida. Tu digue'm, tu posa't a ballar, sortir amb els amics i disfrutar, volar, volar per sobre la ciutat. Al final t'ha tota la vida. Tu digue'm, tu posa't a cantar,